Bonjour chers élèves de première, je vous retrouve donc pour ce grand 3 qui sera donc le dernier finalement point sur notre cours d'histoire sur la Troisième République. Donc l'idée que ça va être une république engagée qui va essayer donc de qui une fois donc avoir finalement réprimé, réussi à faire éteindre la contestation qu'elle avait pu rencontrer au début, elle a réussi à s'affirmer par rapport aux lois qu'on avait vues, par rapport aux symboles qu'elle a mis en place. Là, effectivement, elle va commencer à s'engager plus dans des combats difficiles. Et ces deux combats, ça va être notamment nos parties A et B qui vont nous servir à les gérer. Alors, pour commencer, je vais vous présenter quelque chose, un dessin qui finalement fait la synthèse de ces parties A et B et donc de ces problèmes qu'on va évoquer. Donc ça, c'est un dessin d'Agile Le Mot, le pèlerin 1104. Je pense que vous le voyez. On a donc un militaire au milieu, qui prête serment devant un immense crucifix qui domine très largement les juges. Et finalement, on a des petits personnages sur les côtés. Alors, cette idée donc de ce grand militaire finalement donc qui prête serment devant un crucifix, c'est la présence en fait de deux forces importantes en France qui peuvent être anti-républicaines. C'est d'un côté l'armée et son prestige, et de l'autre côté l'Église. Et c'est effectivement, si je vous montre cette affiche-là, c'est parce qu'on est dans le cadre de l'affaire Dreyfus, qui sera donc aussi notre deuxième point. C'est que le premier point, ça va être finalement la lutte de la République contre l'Église. Le deuxième point, ça va être l'affaire Dreyfus, qui permet à la République vraiment de s'affirmer et de s'engager. Alors, sur les bancs des prévenus, vous avez donc Émile Zola, que vous voyez avec son chapeau. Et surtout, évidemment, on a donc quelques personnages qui sont évidemment ici, là, là. Je pense que vous le voyez, il y a un signe distinctif, c'est leur nez énorme et leur train un peu uniforme qui montrent évidemment les juifs et leur pouvoir, puisqu'on a des juifs finalement dans les rangs de la presse, dans les rangs de la justice et des avocats. Derrière finalement Émile Zola, donc finalement accusé. Et évidemment, de l'autre côté, l'armée finalement qui domine finalement toute cette assistance et qui prête serment devant la seule chose qui a une vraie importance, à savoir le crucifix et la religion. Et ça nous permet de synthétiser, donc, comme je vous dis, les deux problèmes qu'on va évoquer là. À savoir la loi de la séparation de l'Église et de l'État d'un côté et l'affaire Dreyfus de l'autre. Alors, donc on commence par le grand A, la République et l'Église. Donc là, vous avez un document 2, page 134, qui est une caricature sur la loi de la séparation, qui est assez claire. On voit le président du Conseil de l'époque, donc l'équivalent du Premier ministre, donc Aristide Briand, qui va être celui qui va présenter finalement la loi de séparation de l'Église et de l'État, qui sépare donc la France de l'Église, puisqu'il le faut, séparez-vous, mais tâchez de rester bons amis. Effectivement, ça va être cette grande loi qui est l'une des lois les plus connues de la République, donc de cette loi de 1905 qui établit la laïcité. Ça, c'est la conclusion de plusieurs années, d'un siècle de rapports extrêmement difficiles entre la France, qui connaît donc moult bouleversements, et l'Église catholique, qui est la religion de la très grande majorité des Français. On n'est pas dans un pays du tout chrétianisé, hein. Elle est encore majoritairement chrétien, mais c'est une place qui a considérablement été réduite dans l'espace public, en partie grâce à la loi de séparation de l'Église et de l'État. Mais à l'époque, c'est vraiment la religion de l'écrasante majorité des Français. Alors, je vous montre une autre caricature. Donc celle-là, c'est une caricature anticléricale cette fois-ci. Donc c'est, comme vous voyez, hein, c'est la lanterne, le journal républicain anticlérical. On voit effectivement donc notre prêtre là finalement qui domine Paris tel une sorte de seigneur des ténèbres maléfique et un vent mauvais. Et c'est pas pour rien qu'il a appuyé sur un monument que vous connaissez peut-être, c'est le Sacré-Cœur de Paris. C'est parce que le Sacré-Cœur aujourd'hui c'est un monument assez rassembleur, on a plein de touristes partout, etc. À l'époque, c'est un monument qui est un signe de conflit. Tout simplement parce que le Sacré-Cœur est bâti sur la butte Montmartre, qui était un lieu un peu bohème, un lieu de mauvaise vie. Je vous invite à regarder le film La comédie musicale Moulin Rouge pour avoir une petite idée, même si c'est très chronique finalement de l'ambiance qu'il pouvait y avoir.
Et effectivement, cette butte de Montmartre, elle avait un peu servi de QG à la commune. C'est là où c'était parti en 1870-1871. La commune était très anticléricale. Et en fait, d'ailleurs, oui, ils ont tué l'archevêque de Paris pour vous donner une idée. Et toujours est-il que quand finalement la République s'est réinstallée légalement, l'Église a fait donc sur la butte de Montmartre, en hommage aux martyrs donc catholiques qui avaient été tués par les communards, ce monument du Sacré-Cœur, cette grande église. Et finalement, pour beaucoup de Parisiens, notamment dans les quartiers pauvres ou de Parisiens finalement plutôt de gauche, etc., cette image finalement du Sacré-Cœur qui les domine, c'est le symbole du pouvoir de l'Église qui les a donc réprimés, qui méprisent leur mort, leur lieu finalement de résistance, qui se réapproprie l'espace et le symbolique. Et là, quelque part, comme vous dites, donc, le Sacré-Cœur, ça en fait un monument qui est extrêmement clivant à l'époque. C'est pas pour rien qu'on le retrouve sur une caricature comme ça. Donc, vous le voyez, hein, l'idée effectivement que aussi cette espèce d'ombre, elle empêche le soleil de la connaissance finalement d'émerger sur la République. Bon, alors, quelque part, ça, c'est pour le côté symbolique. Dans la réalité, on a une lutte effectivement qui est assez ancienne. On en a déjà parlé par l'époque de la première Révolution française, la lutte entre l'idée républicaine et l'Église, qui a tendance plutôt à être assez réactionnaire et conservatrice. Elle est ancienne. Et pendant tout le 19e siècle, d'ailleurs, l'Église n'a pas forcément la partie facile, puisqu'on a une époque où on a une grande émergence de la culture scientifique et où l'Église est parfois obligée d'accepter ou de ne pas accepter certaines lois, certaines règles finalement, certaines théories, comme la théorie de l'évolution de Darwin par exemple. Finalement, l'Église elle est mise en demeure d'accepter un monde qui est en train de bouger énormément, et ça va se voir notamment à travers le mandat donc de Félix d'Émile Combes. Émile Combes, on en avait déjà parlé. Émile Combes, on l'avait déjà vu, c'est le petit monsieur qui passait effectivement le balai devant l'église. À l'époque, Émile Combes, en 1904, il est premier président du Conseil. C'est lui notamment, et il mène une politique qui est très très anticléricale. C'est cette politique-là qui mènera finalement à la loi de 1905. Ce qui le mène à un grave désaccord avec le pape Pie X, qui lui, par contre, tient effectivement à ce que la France reste finalement dans le giron de l'Église. On a une lutte assez violente avec le pape qui invite les catholiques de France à voter pour des candidats anti-républicains, ce qui n'a pas forcément beaucoup de poids, d'effet sur le corps électoral. Et de l'autre côté, qui rompt même les relations entre la France et l'État du Vatican, ce qui au niveau symbolique est quand même pas forcément génial. Donc cette lutte entre la République et l'Église, elle est finalement menée à cette fameuse loi de 1905. Donc c'est le document 4, page 135, je vous lis un petit peu. Article 1er, la République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. Donc là, c'est toujours la même idée, c'est qu'on ne revient pas sur l'idée du droit de l'homme. La République reconnaît la liberté de conscience. Il n'y a pas l'interdiction du culte catholique. Article 2. La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. Seront supprimés des budgets de l'État, des départements, des communes, toutes dépenses relatives à l'exercice des cultes. Donc, l'idée qu'effectivement, à partir de maintenant, l'État n'assurera plus du tout le financement d'aucun culte religieux. Article 3. Dès la promulgation de la présente loi, il sera procédé par les agents de l'administration des domaines à l'inventaire descriptif et estimatif des biens immobiliers et immobiliers des dits établissements, des biens de l'État, des départements et des communes dont les mêmes établissements ont la jouissance. Ça, c'est ce qu'on appelle la querelle des inventaires, qui va poser forcément quelques problèmes, parce que, en fait, finalement, on va avoir parfois des gendarmes qui vont aller confisquer certains biens de l'Église pour les redonner à l'État qui est censé être leur juste propriétaire, ce qui va évidemment poser des graves problèmes dans les régions rurales qui sont restées souvent très très catholiques. C'est ce que vous voyez là, on aura un mort de manifestants, plusieurs émeutes. Et enfin, article 4, donc les biens meublés et immobiliers des établissements publics du culte seront transférés aux associations qui, en se conformant aux règles d'organisation générale du culte dont elles se proposent sur l'exercice, seront légalement formées pour l'exercice du culte. Donc l'idée qu'on va finalement transférer le culte à des associations finalement déconnectées de l'État. Ça, c'est effectivement une loi qui va garantir la laïcité. Et vous savez que finalement, aujourd'hui encore, c'est une laïcité de combat.
Ça, c'est de la culture d'éducation civique. C'est que aujourd'hui, finalement, il y a tout un débat sur l'intégration de toutes les croyances dans la République, même si, bon, on le sait, aujourd'hui, c'est pas tant la religion chrétienne avec lesquelles il y a quelques anicroches, même s'il y en a. Hein. On a bien vu qu'il y avait des associations catholiques qui sont révélées au niveau des quand il y a les lois sur les mariages homosexuels. Mais la grosse question, ça reste effectivement l'islam. Et quelque part, ça ne change pas grand-chose puisqu'on se retrouve effectivement avec toujours ce même problème de savoir qu'est-ce qui doit dominer dans l'espace public. Est-ce que c'est l'État et donc l'égalité des citoyens ou est-ce que c'est simplement les cultes? Et bon, en France, on a choisi vraiment une solution qui est assez radicale avec un État qui est complètement déconnecté, totalement séparé de l'Église. Ce qui est pas forcément la norme. Hein. Il y a quand même beaucoup d'États qui sont laïques, mais où l'Église, la religion, a encore une place beaucoup plus importante. Aux États-Unis, l'État est laïque, n'empêche que le président jure sur la Bible. C'est pas tout à fait la même chose. En France, effectivement, on a choisi une voie assez radicale de séparation de l'Église et de l'État. Ça va poser des problèmes, évidemment. Ça va pas arranger les relations la religion entre la religion catholique et la République. N'empêche qu'effectivement, c'est une loi fondamentale et qui montre aussi que la République est très très affirmée à cette époque-là, parce que c'est jamais quelque chose qui aurait pu passer 25 ans avant, ça aurait été totalement irréalisable. Là, on a une République qui peut se permettre finalement d'avoir cette loi-là, en plus qui a l'avantage de régler les choses. C'est qu'au moins, là, les choses sont claires, les deux entités sont séparées, ce qui va mettre fin à la majorité des problèmes qu'on pouvait rencontrer avant, où finalement c'est la séparation qui a été dure quelque part, c'est la consécration d'un divorce entre l'État français et la religion catholique qui était en cours depuis 1789 et finalement, comme pratiquement toutes les séparations, ça a été difficile, ça a été long, mais une fois que ça a été fait, ça s'est mieux passé que pendant les années où la relation fonctionnait plus. On aura une France qui sera un petit peu plus pacifiée après tout ça. Donc je vous dis à tout à l'heure, je pense que je vais le faire dans la foulée, donc pour l'histoire de l'affaire Dreyfus. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.